Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc maintenant, vous commencez à me connaître, on poursuit encore sur un autre DVD de catch, sur un Target Classics WWE. Et du coup, je poursuis encore avec, si je ne me trompe pas, le tout dernier In Your House que j'ai en DVD jusqu'à présent. En tout cas, je l'espère. Mais bon, je vais vous le montrer direct. Target Classics, In Your House 17, Grande Zero, et In Your House 18, Bad Blood. Donc ouais, In Your House Bad Blood. Donc le célébrissime match du Hell in a Cell qui a eu lieu entre Shawn Michaels et Undertaker. Donc c'est dans ça auquel on va parler également aujourd'hui. Et voilà tout. Donc j'espère que je me suis pas trompé, que je suis au dernier In Your House. En tout cas, je l'espère. Vu comment je me dis, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres à l'avenir. Mais bon, je vais vous montrer. Voilà les matchs. Pour ceux qui sont curieux, faites stop. Donc voilà, c'est juste pour vous faire regarder et d'en parler justement. Alors, à mon avis, je vais aller crescendo de toute façon. Tout ce que je sais dans le Grand Zéro auquel on va s'attaquer, il y a Brian Pillman contre Goldust, donc Dusty Rhodes, et auquel, si je dis pas de bêtises, la carrière de Brian Pillman était en jeu, et que si jamais il aurait perdu, il aurait quitté la WWE, et je crois que c'est cela l'enjeu. J'ai pas eu trop le temps de trop faire des notes, si ce n'est que je sais ce que je pourrais en dire. Et tout ce que je sais, c'est victoire de Brian Pillman qui bat Goldust, qui lui était accompagné par Terry Runnels, mais bon, ça on s'en fiche un tout petit peu. Mais bon, au moins vous le saviez direct. Et que ce match-là, je lui mets un 3,20. Puis au match suivant, The Great Master Sexy, ou plutôt Brian Christopher Lawler, donc oui, le fils de Jerry Lawler, qui l'a affronté Scott Putski. Et auquel, sans trop en gros surprise, c'est victoire de Brian Christopher. Et auquel ce match-là, j'ai pas trop eu forcément d'attente à trop en penser de ce match. D'ailleurs, j'ai pas trop envie de trop m'y attarder tout court même. Donc ce match-là, 3,10. Et encore un autre match suivant, si je dis pas de bêtises, c'est un match entre Savio Vega contre Farouk et contre euh, Crush. Oui, Crush. Oui, parce que je l'ai un petit peu mal écrit. D'ailleurs, j'espère que je me suis pas trop trompé dans les présentations. Mais bon, tout ce qu'on sait que c'est un match triple threat. Est-ce qu'il y a un enjeu? Pas forcément. Et parmi dans ce match-là, pas mal se sont succédés, même si on n'a pas trop grand-chose à en faire de tout cela. Si ce n'est que c'est victoire de Savio Vega qui bat Farouk slash Ron Simmons et Crush alias Brian Adams. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,5 que je lui mets. Et oui, je sais, je ne développe pas beaucoup assez ce que je pourrais en dire dans ces matchs auxquels je pourrais citer, mais c'est juste que c'est parce que j'ai pas trop envie de m'y attarder dessus, forcément. Il faut juste que si vous êtes intéressé par ce DVD, vous pouvez faire votre propre avis si vous adorez de toute façon. Si vous adorez, bien sûr. Si vous n'adorez pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Même si je sais que pendant la période 97, donc 1997, je sais que on allait être dans l'attitude era, vu comment la nouvelle génération a pris fin lors de WrestleMania 13 entre Bret Hart et Stone Cold. Donc ce qui est sûr, c'est que on se rapproche littéralement du côté attitude era, petit à petit en tout cas. Et du coup, ça se laisse ressentir.
Donc je passe à un autre match suivant, et ce match suivant, c'est un match de petit homme entre les hommes masqués de la Triple A, il me semble. Et comme je l'avais dit dans un précédent vidéo consacré aller à In Your House 13 et 16, il faut savoir c'est qu'à l'époque, en 97 ou 97 si vous préférez, la Triple A et la WWE avaient comme un accord pour, euh, pour que les catcheurs Triple A viennent catcher à la WWF. Un peu comme à l'époque avec la New Japan, mais sauf qu'à la New Japan, c'était uniquement parfois dans leur show et pas beaucoup dans le show de Vince McMahon, pour être honnête. Et pourtant, il y a pas mal de catcheurs qui sont passés par là. Bon, après, pas mal d'autres, hein, même ceux de la Michinoku Pro Wrestling, de la ECW, et j'en passe de d'autres promotions. Ça, c'était encore à l'époque où la WWE n'était pas renfermée sur elle-même et qu'ils acceptaient au moins des collaborations. Que dans notre ère actuelle, à l'époque où il était au pouvoir, ben, c'est sûr que ça privait toute collaboration avec d'autres entreprises de catch. Donc ça fermait directement les portes. Et même si c'est les personnes de TKO ou de Nick Khan ou Triple H qui sont au pouvoir, ça peut être bénéfique de voir d'autres structures apparaître à la WWE, même si j'aime pas cette méthode de enterrer d'autres lutteurs, de ceux qui viennent de l'indépendant, pour X ou Y raison. Pour moi, c'est comme si tu mettais des gars inférieurs aux catcheurs, par exemple, de la TNA, de la EW ou de la ROH, etc. Tu les fais paraître pour des guignols, en fait. Alors que le but, c'est certes, vous avez fait une collaboration. Si vous voulez gagner la bataille, vous pouvez la gagner, mais en théorie, il faut pas trop les ridiculiser, ceux qui sont dans ce milieu, quoi. Donc, je parle bien sûr de d'autres fédérations auxquelles ils sont. Et ben là, le modus opératoire de la WWE, c'est ah, il y a une collaboration avec la TNA, ok, on va les enculer jusqu'au dernier. Voilà comment je pourrais dire tout cela à propos de tout. Alors qu'à l'époque, là, si j'ai bien vu, c'est Max Mini contre El Torito. Alors, je parle pas bien sûr de El Torito, celui qui a été dans les Los Matadores, qui se faisait appeler à l'époque et encore maintenant Mascarita Dorada. Donc le petit Mascarita Dorada. Entre autres, un Mascara Dorada version petit. Et du coup, ce n'est pas lui, hein, c'est un autre El Torito. Disons que aux commentaires, ce qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est parfois les propos de Jerry Lawler. J'ai l'impression ce qu'il dit est un tout petit peu malsain pour le coup. Je sais pas si c'est ce genre d'état d'esprit auquel j'ai de lui, mais on dirait qu'il a un petit côté malveillant de ce qu'il raconte. Est-ce que c'est pour uniquement les commentaires, ou alors est-ce qu'il pense sincèrement? J'en ai aucune idée. Mais certes, pourtant, un petit match auquel ça a un petit peu diverti, voire pas trop diverti les gens, ça dépend le point de vue de chacun. Pourtant, ce match-là, il est pas mal, mais je ne mettrai pas plus haut. Si ce n'est que ce match-là, je mets un 3,10, tout simplement. Je pense que c'est si satisfaisant. Je poursuis encore avec un autre match. The Headbangers, Thrasher et Mosh contre The Godwins. Donc Henry O. Godwins et Phineas E. Godwin contre The Road Warriors, The Legend of Doom, Hawk et Animal, et contre Owen Hart et le British Bulldog Davey Boy Smith pour les titres justement par équipe. Donc c'était un Fatal 4-Way à élimination directe pour les titres qui étaient, attendez, si je dis pas de bêtises, vacants. Donc à l'époque ils étaient vacants. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on pense à une équipe, on pense plutôt à Owen Hart et Bulldog
qui, malgré qu'ils se sont déjà affrontés, sont toujours déterminés à devenir champions par équipe. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui vont devenir champions par équipe, même pas les Road Warriors, encore moins les Godwins, mais plutôt, tout simplement, The Headbangers, qui deviennent les tout nouveaux champions par équipe en battant toute la Smana. Et oui, rien que, rien que de demander de plus, et pourtant, tout a été dit là-dessus. Donc, c'est victoire de Headbangers. Ce match-là, 3,70 ou 70, voilà. Donc, je pense que il y en a beaucoup qui seront peut-être pas d'accord, mais je décide de le mettre malgré tout, parce qu'on sait jamais. Et je passe au deuxième, enfin, plus que deux matchs après c'est terminé pour ce premier DVD. Et maintenant, ben, je passe directement entre Bret Hart contre The Patriot, qui, derrière ce masque, n'est nul autre que Delbert Alexander Del Wilkers Jr. Et est-ce qu'il y a un enjeu? Oui, c'était pour le titre de la WWE. Et du coup, ben, The Patriot a une chance pour le titre, mais on va pas se le cacher et se mentir. Certes, c'est peut-être une opportunité qui s'ouvre à lui, à The Patriot, qui a le même theme song que Kurt Angle. Et bien sûr, quand on le découvre pour la première fois, on fait pas trop forcément attention jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Et pourtant, sous le masque, ce n'est même pas Kurt Angle. Non, clairement pas. Donc, dans ce match-là, il était plutôt pas mal. The Patriot a tout donné ce qu'il pouvait donner. Il était pas loin de réussir, mais Bret Hart, qui est un excellent catcheur d'exception, en qui il faut pas trop forcément l'enterrer et crier hurrah tout de suite quand il s'agit d'un match, vu comment lui il est très déterminé, très très technique, très rude, tout ce qui se peut donner. Et pourtant, après un long bataille acharnée, ce sera Bret Hart qui va le soumettre avec un sharpshooter. De souvenir, il me semble que il va tomber dans les pommes, The Patriot. Je pense que c'est cela, il me semble. Et du coup, ben, Bret Hart qui conserve son titre. Et c'est pas pour autant pourquoi il poursuit à l'attaque sur The Patriot pour lancer un message clair et net au public américain, comme quoi ben, il déteste les États-Unis et que le Canada c'est mieux que les États-Unis et que malgré tout il reste champion, un point c'est tout. Donc du coup ce match-là c'est 3,40. Et enfin je passe directement au main event de ce Grand Zéro entre Shawn Michaels contre The Undertaker. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de leur premier affrontement? Parce qu'il me semble que c'est leur toute première rivalité et affrontement auquel on a pu voir. Et pourtant, tout est parti à cause d'un mésaventure avec Bret Hart. Donc, bien sûr, Shawn Michaels, qui détestait à l'époque Bret Hart, avait un mésaventure très musclé avec le Hitman. Et du coup, dans le match au SummerSlam, ben, certes, c'était lui l'arbitre spécial, Shawn Michaels, ce qui l'a pas empêché de faire monter les nerfs à Bret Hart, qui va lui cracher au visage. Et surtout, ben, suite à cela, ben, Shawn va par accident donner un coup de chaise à la tête du Deadman. Et pourtant, il va quand même offrir la victoire à Bret Hart. Et du coup, voilà comment est venue leur rivalité suite au coup de chaise. Et il faut dire à l'époque, c'est sûr, Shawn Michaels se comportait comme un énorme abruti, on va pas se le mentir. Malgré tout le talent qui pouvait briller par ses talents catchistiquement parlant et son côté showman, on va pas se mentir, c'était vraiment un enfoiré. Il n'y a pas d'autre terme. Et que pourtant, ça le gêne pas, Michaels, de provoquer l'Undertaker. Et du coup, certes, il le provoque, mais il vient de se mettre lui-même dans la misère, en sachant que l'Undertaker est prêt à tout pour détruire son adversaire, et quitte à aspirer la frayeur dans le regard de l'autre.
Donc c'est sur les... Ça passe en mode fouillard. Donc c'est Shawn Michaels qui est en mode fouillard parce qu'il refuse de l'affronter le Deadman. Je pense qu'il va avoir un ref bump au début de la rencontre parce que voilà, Undertaker veut choper Shawn Michaels et Shawn Michaels veut sauver sa vie. Et pourtant, parfois en traite, il va réussir à lui placer quelques offenses ou deux dans ce match qui était même pas trop officiel. Jusqu'à ce que ça le soit à un moment donné. Parce que je me rappelle que la brawl était long entre les deux. Ils vont même se battre dans l'arène, enfin dans le stage. Et tout ce que je sais, vous saviez, le stage In Your House, donc la traditionnelle fenêtre transformée en écran, et la porte d'entrée. Et du coup, ben, j'aime bien le côté Shawn Michaels qui a peur, il veut absolument rentrer pour éviter ce grand méchant Undertaker. Et pourtant, ben, l'Undertaker l'allume, et il fait passer à travers toute l'arène, même à le faire atterrir dans les buissons et de lui lancer un énorme uppercut pour que ce dernier fait des multiples tonneaux encore, encore et encore. Et après, ça poursuit jusque dans le match. Ça en poursuit, ça encore, encore poursuit. Ça s'enchaîne, ça s'arrête pas. Et puis après, si je dis pas de bêtises, après que bien sûr le match est officialisé et que les deux se mettent une rude bataille dans les prochaines minutes qui s'en suivent, il va y avoir parfois intervention de Hunter Hearst Helmsley, Shaina également, qui vont un peu se mêler au match. Et parfois, bah, pour créer de la merde, c'est sûr, c'est pour chercher la merde et attiser la haine du public que la plupart s'indignent face à ce genre d'injustice. Et pourtant, ça n'arrête pas l'Undertaker pour autant, qui, peu importe s'il y en a trois ou deux qui se mettent sur sa route, il les allume. Voilà, sans réfléchir, il les allume sans état d'âme. Il va y avoir pas mal de trucs, notamment une intervention, et c'est comme ça comment, dans cette intervention auquel Hunter et Shaina étaient déjà présents, non seulement pour coûter le match, mais également pour causer une double disqualification ou double décompte. Je ne me rappelle plus de ce que c'était. Attendez. Ah non, c'était un match nul. C'était un match nul. Ok, bah, en tout cas, on sait que ça poursuit, hein. Leur rivalité se poursuit et ça s'arrête pas du tout. Et du coup, ça va se poursuivre jusque In Your House Bad Blood, donc le tout premier Bad Blood de l'histoire, auquel ce match-là, ben, entre Undertaker et Shawn Michaels, c'est un 4,20. Et je poursuis avec le dernier show. Donc c'est pareil, je vais passer crescendo. On a The Nation of Domination, équipe composée de... Attendez, si je dis pas de conneries, de Rocky Maivia qui sera bientôt The Rock, même si on sait que c'est Dwayne Johnson, évidemment, avec D'Lo Brown et Kama Mustafa contre tout simplement The Road Warriors ou Legend of Doom, OK Animal. C'est un match handicap de 3 contre 2 et c'était un peu serré entre les deux équipes. Même si la Nation of Domination pensait avoir une énorme avantage en espérant de mettre les vétérans à genoux, mais c'était parfois vain vu comment les deux vieux vétérans prouvent à quel point ils ont pas peur face à 3 ou 4, 5 individus, vu comment eux ils sont là pour la baston et de la pure violence pour faire kiffer les fans sur place. Donc pour eux c'est tout ce qui compte. Et pourtant, malgré tout, ce ne sera pas The Legend of Doom qui remporte le match. Non, ce n'est clairement pas eux. Mais elle est bel et bien la Nation of Domination qui remporte le match, tout simplement. Donc du coup, ce match-là, c'est 3,5. Encore un match de personnes de petite taille avec Max Mini et Nova contre Mosaïl et Tarantula. Donc un petit araignée. Match plutôt, ouais, pas mal. Je vais pas vous le mentir, il était plutôt pas mal. C'est pas non plus le meilleur match du show, mais disons qu'on peut le regarder avec beaucoup de sympathie.
Voilà, il faut voir le bon côté des choses. J'essaye de voir le bon côté, hein, mais parfois c'est pas trop forcément évident. Il faut savoir être un tout petit peu positif si on n'est pas trop dans la négativité. Parce que si on est trop dans la négativité, c'est qu'on est à peu près. C'est un peu nous le problème. Et pourtant, match, voilà, pas mal, super. C'est victoire de Max Mini et Nova. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, ben, les Godwins, donc Henry Godwin, Finassi Godwin contre The Headbangers. Et que, si je dis pas de bêtises, ils étaient accompagnés, les Godwins, par The Uncle Cletus, donc Oncle Cletus, joué par Darrell W. Tony Anthony. Donc oui, c'était leur manager à cette époque pour les Godwins. Je pensais que c'était I Billy Jim, mais il me semble qu'il avait disparu de la circulation à l'époque. Jugez-moi si je me trompe pour ceux qui s'y connaissent, mais je pense que c'est un peu ça les raisons, même si mes raisons sont pas forcément trop les bonnes. Je poursuis, tout ce que je sais, ben, c'est victoire des Godwins, et que, si je dis pas de bêtises, les titres étaient en jeu. Donc c'est pour ça pourquoi ils deviennent les nouveaux champions par équipe, tout simplement. Là maintenant, ben, c'est un tournoi final pour déterminer le tout nouveau champion intercontinental de l'histoire. Enfin, intercontinental quoi. Entre Owen Hart contre Farouk. Et ce qui est sûr, c'est que il y a pas mal de trucs à en citer, même si trop de choses à en dire, trop d'informations à trop en citer, et de trop en dire et à se mêler les pinceaux. Tout ce que je sais, tout simplement, certes, Farouk, il avait tout donné pour, euh, pour espérer de battre Owen Hart, et pourtant Owen Hart, fin stratège, rusé petit guedon, arrive à battre Ron Simmons et devient le tout nouveau champion intercontinental. Donc ce match-là, c'est sûr, je lui mets un 3,40. Pour le match par équipe, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je lui avais mis un 3,5. Je ne sais plus si je l'ai dit. Faut dire, parfois, ça m'arrive d'oublier, hein, mais j'essaye de m'en rappeler. Et là, ben, match par équipe de... Ouais, match par équipe entre The Disciple of Apocalypse, donc équipe composée de Crush, 8 Ball, qui était à l'époque Donald ou Don Harris, Chains, qui est à l'époque Ron ou Ronald Harris, et School, qui était à l'époque Brian Lee Harris, il me semble. Oui, parce qu'à l'époque, je crois qu'ils étaient deux, ils se faisaient appeler les frères Harris. À l'époque où ils étaient à la WCW, où ils avaient rasé leur barbe et leurs cheveux. J'espère que je me trompe pas, parce que parfois, il m'arrive que l'information que j'ai pu trouver peut être trompeuse, mais il me semble que c'est ça, entre les frères Harris contre The Los Boricuas. Donc on a Jesus Castillo, donc Jésus Castillo Junior, José Estrada, donc José Estrada, et Miguel Pérez Junior, avec tout simplement Savio Vega. Donc certes un match où tout est parti en brawl total. Oui, c'est parce que ça c'est parti en brawl total, on va pas se le mentir. Et que le match, peu importe qui l'aurait remporté, ben, tout simplement c'est Disciple of Apocalypse qui battent The Los Boricuas. Donc voilà, ce match-là c'est un 3,50 tellement que c'est parti en boule totale. Pas mal parfois d'interventions de chacun, mais qui parfois peut marcher pour faire gagner la victoire à l'autre, pour s'assurer une opportunité claire et nette et sans bavure. Mais je pense que c'est tout dit, il me semble, parce que j'ai pas besoin de trop de m'en mêler les pinceaux, je m'en mêle déjà beaucoup assez, et je me répète, je le sais que je me répète beaucoup. Donc plus que deux matchs après c'est terminé. Donc la Hart Foundation, Bret The Hitman Hart et The British Bulldog Davey Boy Smith contre The Big Van Vader
et The Patriot dans un match de drapeau. Oui, dans un match de drapeau entre Amérique et Canada. Et ce qui est sûr, c'est que les deux équipes n'allaient pas se faire de cadeaux entre la Team Canada et la Team America. Donc c'était quasiment un concours de bras de fer et que ça s'est duré pendant un long moment, ce match-là. Et que par la suite, ça poursuit. Pas mal d'échanges de prises, pas mal de percussions. T'as l'un des équipes qui essaie de capturer le drapeau américain, t'as l'autre équipe qui veut capturer le drapeau canadien, et j'en passe. Tout ce qu'on sait, ben, un coup qu'on a gagné le drapeau canadien, on devient le vainqueur de ce match, ou le drapeau américain, peu importe. Donc, bien sûr, tout le monde était à fond derrière les États-Unis d'Amérique, mais ils n'avaient pas anticipé que les Hearts sont, par exemple, très durs sur l'homme, très efficaces, et que ça permet parfois d'avoir une certaine avantage physique envers les personnes présentes. Et pourtant, c'est soit Brett ou Bulldog qui réussit à capturer le drapeau canadien et qui devient voilà, le héros canadien par excellence, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est dit là-dessus, si ce n'est que ce match-là, je lui mets un 3,60. Oui, voilà, je lui mets un 3,60. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. On passe au main event dans un Hell in a Cell entre Shawn Michaels contre The Undertaker. Et ce qui est sûr, c'est que ce match est le tout premier Hell in a Cell de l'histoire. Et d'ailleurs, ce match a été noté 5 étoiles par ce trou de balle de Dave Metzler. Moi, perso, je lui ai pas mis un 5. Disons que ça se rapproche des 5, mais moi, je l'aurais pas mis 5. Mais bon, vous connaissez Metzler, vous saviez qu'il a tendance à trop exagérer ses propos et à trop surnoter les matchs. Notamment les matchs de Will Ospreay, ça se ressent quand il surnote tous les matchs. Et dans ce match-là, vu comment c'était inédit à l'époque, on sent un Shawn Michaels qui doit affronter le diable en personne, mais qu'il est très effrayé et qui veut quitter tout de suite cette cage pour éviter de finir en chair à pâté. Et pourtant, il doit assumer les conséquences de ses actes. Undertaker est prêt à le démolir, même dans la cage ou en dehors. Et c'est à ce moment-là auquel il va avoir un rêve bump, auquel Shawn Michaels va tomber sur le caméraman, et du coup il est très mal en point. On demande des renforts pour évacuer ce pauvre caméraman qui s'est pris un Shawn Michaels de plein fouet. Sauf que cette stratégie permet à Shawn Michaels de s'en aller de la cage, mais il n'avait pas anticipé que l'Undertaker allait le rattraper, donc c'est sûr, il le rattrape, il l'attaque, et aussi c'est à ce moment-là auquel il va le faire saigner du front, même s'il a utilisé un blade job. Mais bon, malgré ensanglanté et au bord de la fin, Shawn Michaels se faufile au-dessus de la cage pour échapper au démon. Il aura beau l'échapper, on n'échappe pas au Deadman. Donc on va voir un military priest, un military priest sur la cage qui ne s'est pas écroulé. Et que ce soit les deux poids des deux catcheurs, c'est sûr que ça ne s'est pas écroulé. Même si Shawn Michaels essaie de se sauver. Et pourtant, certes, il aura beau essayer de descendre, mais il va se faire piétiner les mains par l'Undertaker. Et du coup, Shawn Michaels, il passe à travers la table des commentateurs et qu'il en a forcément assez. Et pourtant, son calvaire est loin d'être terminé. L'Undertaker passe à la charge. Il passe toute sa frustration, toute sa colère envers Shawn Michaels. Jusqu'à poursuivre dans le ring. Ça poursuit encore et encore. Parfois, quand il peut faire une offense, il peut faire une offense, mais même si c'est de très courte durée, et pourtant il va se faire allumer par diverses prises, notamment un coup de chaise en pleine face. Et lorsqu'il est prêt à tenter un Tombstone Piledriver, les lumières s'éteignent. Et qui fait son apparition, tout simplement? Eh bien, il s'agit nul autre que Kane,
qui fait ses débuts officiels à la WWE, même si on sait que Glenn Jacob avait déjà été à la WWE sur diverses identités, mais là, pour la naissance du mythe Kane, c'est sûr que il fait entre autres ses débuts officiels, pour le personnage évidemment. Et du coup, vous savez l'histoire, il arrache la porte de la cage, il confronte son frère avant d'effectuer un tombstone piledriver et de laisser la victoire à Shawn Michaels, qui n'a plus qu'à mettre son bras autour de la taille de Undertaker et de faire le pin de compte de 3. Et c'est comme ça comment Shawn Michaels a battu Undertaker pendant le tout premier Hell in a Cell. Et du coup, ben, il y a de quoi célébrer avec la DX, malgré qu'il est très très mal en point. Donc tout simplement, c'est tout ce que je peux en dire là-dessus. Ce n'est que ce match-là, je lui ai mis à l'époque, pendant le coffret Hell in a Cell, 4,70. 4,70, bien sûr évidemment. Et pour moi, ben, c'est la fin de cette review de tous les In Your House, donc Grand Zero et Bad Blood. Je pense que ça aurait été forcément utile d'en parler. Du coup, les matchs, les segments promo et l'ensemble, 4,40. Voilà. Pour moi, je le mets cette note-là. Pas la peine de trop exagérer, si ce n'est que je m'arrête ici. Et du coup, ben, j'en ai loin d'en avoir terminé avec les Target Classics. Je sais qu'il y en a pas mal que je vais en parler, que je vais regarder et vous diffuser petit à petit. Et bien sûr, je le fais quand je ne suis pas occupé. Bien évidemment, quand je suis pas occupé, je me mets au travail. Quand je suis occupé, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais je fais tout mon possible. Voilà, tout mon possible pour être au rendez-vous et de vous diffuser à peu près une fois tous les 2 jours ou une fois par jour. Ça dépend. J'essaye de donner du mien, en tout cas, ce qui est sûr. Et voilà, donc maintenant je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos bien sûr évidemment. Et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde, salut salut.